Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors-Jeu Capital, 101e numéro pour revenir comme d'habitude sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain et décrypter ses matchs. Vous le savez, toujours dans la bonne humeur et dans l'analyse. Et aujourd'hui, on est content parce qu'on va débriefer une victoire du Paris Saint-Germain. S'il y en a un qui l'avait prédit ici, celle-là, qui me le dise maintenant parce que vu le scénario quand même, victoire du Paris Saint-Germain, 3-2 à l'Allianz Arena à domicile chez l'Ogre Bavarois sous une neige énorme hier qui a vraiment gêné les 22 acteurs pendant toute l'intégralité de la rencontre. Mais voilà, le Paris Saint-Germain a fait ce qu'il fallait. 3-2 dans un match ô combien étouffant. On va y revenir pendant tout ce podcast. Avec moi pour m'accompagner, l'équipe qui était avec moi lundi pour débriefer la défaite du Paris Saint-Germain face à Lille. Mousse d'abord. Comment ça va, Mousse? Bien rasé, bien taillé pour ce débrief de Ligue des Champions. Et Guten Tag à tous. Oui, je vais très bien. Je vais très très bien. J'ai appris quelques rudiments d'allemand pendant cette nuit. C'est très bien. Non, je suis content, franchement. Qui l'eût cru? Franchement, c'est incroyable. Cette équipe, comme on le disait la semaine dernière, elle est illisible. Bah, voilà, elle a encore fait la preuve. Tout n'était pas parfait, mais franchement, j'en ai rien à foutre. Ce qui était important, c'était la victoire. Et battre le Bayern chez eux. Alors, une équipe française, et je crois qu'il y a des stats qui sont sortis hier. Je les ai. Ça fait un bout de temps, tu le diras. Donc, non, sentiment de fierté ce matin, malgré tout. Nicolas Puravo également qui est avec nous. Comment ça va, Nico? Salut tout le monde, écoute, ça va. Moi j'ai fait espagnol en langue vivante 2, donc je peux pas parler à comme Mousse, mais ça va bien aussi. Match plaisant, parce que même plus que le résultat, c'était un vrai match de football, quoi. Vraiment, on s'est régalé. C'était dur pour le cœur, c'était plein, c'était indécis, mais ouais, super spectacle en tout cas. Et, je pense que le non-supporter du PSG ou du Bayern, il a dû se régaler hier. Pour les autres, c'était peut-être un peu plus dur pour le cœur, mais bon, à l'arrivée, c'était chouette. Ça sera ma première question d'ailleurs que je vous poserai, parce qu'au-delà de la victoire du Paris Saint-Germain, quand même, on a pris du plaisir, je pense, au vu du scénario avec les blessés, avec les remontées au score, etc. Donc c'est aussi ma question sur le plaisir que vous avez pris à prendre hier devant ce match de football. Yacine Amned pour compléter la bande. Comment vas-tu, Yass? Salut à tous, ça va bien. On m'a demandé de sourire, alors je vais essayer de sourire. Prends le smile, Yacine. Ah, tu peux là. Non, mais c'est vrai que les gars, on disait lundi que c'était illisible de donner un débrief. Franchement, c'est le résultat de ce qu'on a dit hier, enfin de ce qu'on a dit lundi. Hein. On ne pouvait pas mieux prédire un match comme ça au scénario aussi. Et puis le match, il s'est passé de la même façon, c'est-à-dire que même le match, il est illisible. Tu te demandes comment c'est possible de finir comme ça. Enfin bref. Moi, je vous avoue que j'ai même pas tous les éléments en tête du match. Je vais pas vous le cacher parce que je l'ai même pas revu, mais il s'est passé tellement de choses et on est pris par l'émotion. Et j'ai revu un résumé à la fin sur RMC Sport, mais il s'est passé tellement de choses que j'ai même pas tous les arrêts navals, j'ai même pas tous les tirs les repoussés par les parades de Saint-Keylor. Mais voilà, sous la neige en terre bavaroise, à l'Allianz Arena, les 31 tirs du Bayern n'ont pas suffi à faire plier Paris. Victoire du Paris Saint-Germain, 3-2, donc un résultat ô combien important, 3 buts à l'extérieur qui aideront bien le Paris Saint-Germain pour son match retour la semaine prochaine au Parc des Princes. Nico, je vais commencer avec toi. Hein. C'est ce que je voulais vous poser en première question quand même, c'est celui qui s'est réellement écrit ce scénario pour ce quart de finale. Franchement, je tire mon chapeau, hein, parce que imaginez que Paris se fasse autant bousculer en subissant 31 tirs. Au passage, petite stat, c'est le total le plus élevé lors d'un match de Ligue des Champions depuis qu'Opta analyse la compétition depuis 2003-2004, qui a une équipe subi autant de tirs. Donc pour repartir au final avec une victoire 3-2 à l'extérieur qui te place donc, je le disais, en bonne posture au vu du match retour, franchement, c'est fort, Nico. Ouais, c'est fort. Alors, dans les 31 tirs, je crois qu'il y en a 10 qui sont contrés. Hein, c'est pas 31 de frappe sur Navas non plus. Ça fait beaucoup quand même, c'est sûr. Et le contexte déjà, le match avec de la neige et tout, au mois d'avril, il m'a neigé. Enfin, c'était magnifique. Ouais, c'était beau, ouais, c'était joli. Ça donnait une atmosphère vraiment très particulière à ce match. Après, le résultat, il est effectivement inattendu parce que le scénario du match comme ça, partir 3-2 pour toi, c'est pas normal, j'ai presque envie de dire. C'est pas cohérent. Après, c'est pas un scénario si dingue de ça dans la tournure des événements, dans le sens où on s'attendait à un Bayern fort avec le ballon, ça a été le cas. On s'attendait à un Bayern qui passe par les côtés et qui mette le PSG en difficulté, ça a été le cas. On s'attendait à un Navas qui devait être fort, ça a été le cas. Et puis on s'attendait à un PSG qui serait capable de faire mal en contre, et ça a été le cas. Après, voilà, effectivement, tu as une réussite maximale de ton côté parce que 4 tirs cadrés, 3 buts, tu peux difficilement faire mieux.
Et puis, à contrario, tu as le Bayern qui s'est pris un petit peu les pieds dans le tapis. Et je crois qu'hier, on a quand même aussi vu l'importance de l'absence de Lewandowski, mine de rien. Je pense que si on rejoue le même match avec Lewandowski devant, on n'est peut-être pas en train de faire le même débrief ce matin. Donc voilà, en tout cas, comme je le disais en préambule, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match par rapport à. J'avais fait, je sais pas pourquoi, j'avais opté pour le City Dortmund le mardi. Et en termes de spectacle, d'émotion, il n'y a rien à voir. Hier, on a vu un vrai match de football, de Ligue des Champions entre deux belles équipes. Vraiment, voilà, super spectacle. Moi, je me suis régalé. Et puis, arrivé en plus, le score tourne du bon côté. Donc, tout est positif, forcément. Mousse, petite info avant que je te lance quand même. Il s'agit tout simplement du premier succès lors d'un quart de finale à l'extérieur en Ligue des Champions de l'histoire du club de la capitale du Paris Saint-Germain. Donc, c'est dire aussi l'exploit qu'ont réalisé les Parisiens hier. Autre petite info, puisque tu l'as demandé, Mousse, ça faisait 52 ans que le Bayern n'avait pas perdu contre une équipe française dans un match à élimination directe en Ligue des Champions. Donc voilà aussi pour la portée de l'exploit. Comme le disait Nico, Mousse, c'est vrai que voilà, on a assisté à un match dingue hier. Voilà, il y a peu de matchs cette saison, je sais pas vous, moi, où personnellement je vibre cette saison en raison du contexte, de l'absence de supporters, avec des matchs tous les 3 jours, des joueurs un peu fatigués, lassés, usés. Et là, hier, on a eu tout le scénario d'un bon match avec évidemment une fin euro, c'est pour ça qu'on en parle comme ça, mais avec les blessés en première période, le temps, les revirements de situation, Paris qui gagne 2-0, qui revient 2-2, au final 3-2. Voilà, quel match, quoi. Bon, bah, t'as tout dit, je laisse la place à Yacine. Non, mais c'est ça, comme vous venez de le dire, Nicolas et Hugo, c'est le scénario du match qui fait qu'on a vibré. Alors, parfois, on aurait pu se dire dans le contenu, Paris, etc. Mais non, en fait, parce que d'abord, c'est face au Bayern et on savait que ça allait être très, très dur chez eux. Tu l'as dit aussi, Hugo, il y a la météo qui a fait des caprices, donc c'était pas évident. Troisième élément, t'as pas ton équipe type hier. Nous aussi, de notre côté, on avait pas mal d'absents. Donc, au vu de la composition, on pouvait même être inquiet au début. Quand on a vu que Draxler est titulaire, on savait déjà que Paredes suspendu, Verratti n'était pas apte. Donc, tout était réuni pour qu'on prenne une branlée, en fait. Tu vois. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Vous l'avez dit, c'était un vrai match de Coupe d'Europe. Une vraie bagarre du côté des Parisiens. C'était parfois un peu décousu, désorganisé, mais c'était pas très grave parce que voilà, ils n'ont jamais lâché. Même quand les Bavarois sont revenus à 2-2, on a senti quand même qu'ils n'avaient pas lâché. Ils ont réussi à mettre ce troisième but. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est que c'est notre défenseur central, notre capitaine Marquinhos, qui met un but à la Lewandowski, en fait, tu vois. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, tout est possible, en fait, tu vois. Quand j'ai vu que... Il demandait pour sortir parce qu'il avait mal aux épaules. Oui. Il demande juste avant de sortir, quand même. C'est ça qui est dingue. Exactement. Et pour finir, mais je pense qu'on en reparlera plus en détail, franchement, Navas et encore Navas, quoi. Ouais. Voilà, mais je veux dire, si tu veux aller loin dans ce genre de compétition, évidemment qu'il te faut un grand gardien. Qui le sait mieux que nous, supporters du PSG, l'importance d'un très très bon gardien. Et voilà, franchement, voilà, chapeau. On est heureux ce matin. Il reste encore une mi-temps. Enfin, on a gagné la première mi-temps. Il reste la deuxième mardi prochain. Eh ben, voilà, on est prêt à vibrer une deuxième fois. On a gagné la première bataille, mais pas la guerre encore. Voilà. Ouais. Composition du Paris Saint-Germain, Yacine, avant de te poser une question. Alors, il y avait Navas au goal, Colin Dagba qui a été préféré à Kerrer. Voilà, Pochettino a les mêmes yeux que nous. On se demandait, il a vu que Kerrer ne pouvait pas débuter ce match. Marquinhos, Kimpembe, Diallo. La paire devant la défense, Gay Danilo. Un 4-2-3-1, donc, a renouvelé Pochettino sa composition tactique favorite avec Di Maria, Neymar, Draxler aussi titularisé surprise avec Mbappé devant. Yacine, avec tous les éléments du match, évidemment, avec cette compo, est-ce que pour toi, la victoire du PSG, c'est un exploit? C'est un miracle vu le scénario ou pas? Bah oui, quand même, c'est un exploit vu le scénario. C'est un miracle vu le scénario et c'est un exploit vu la compo. Parce qu'il faut le dire, sur les côtés, quand même, on a énormément souffert. Les centres, on a énormément souffert. Quand Marquinhos sort et que Danilo recule, tu te retrouves avec Herrera Gay, alors que dans l'idée au départ, c'était d'avoir donc Danilo pour mettre de l'impact. Tu te retrouves avec Herrera Gay, finalement, tu t'en sors quand même. Oui, faut le dire, c'est un miracle parce que Navas fait ce qu'il faut, parce que tu as des situations où le ballon passe devant le but et voilà, personne ne le reprend.
il y a eu beaucoup, beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de lacunes tactiques dans la lecture du jeu, etc. Après, il y a eu, malgré tout, tu vois, par exemple, à la différence du match retour contre Barcelone, où il y avait cette peur et en fait, c'était n'importe quoi. Là, au moins, il y a eu de la solidarité. C'est-à-dire que c'était n'importe quoi, mais les joueurs, en fait, se sont battus, ça taclait. Il y a des actions, franchement, en deuxième mi-temps, devant la surface, où tu as deux ou trois joueurs qui se jettent en même temps pour contrer une frappe. Voilà, en fait, c'est une victoire au cœur et un peu à l'intelligence sur les quelques transitions que tu as eu à jouer. Parce que malgré tout, mais c'est aussi le foot, c'est que tu peux dire là aujourd'hui, tu as gagné 3-2, c'est un miracle. Effectivement, tu as subi je ne sais pas combien d'occasions, etc. Mais malgré tout, il y a entre la 70e et la 85e, il y a deux, trois situations, si tu les joues bien, ça peut finir à 5-2 ou 6-2 peut-être. Vu la Notamment, réussite qu'il y avait. Non, mais c'est ça qui est fou. Hein. tu penses à l'occasion de Draxler aussi en fin de match, Ouais, mais il y a, il y a- le 1 contre 1 avec Neuer. il y a celle-là, mais il y a même des situations où il y a hors-jeu de très peu. Ouais, C'est-à-dire que le ouais. ballon, ça se joue à rien et c'est des contres où tu sens que le joueur va aller au bout. Alors après, il va marquer ou pas marquer. Hein. Mais tu vois, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que malgré tout ça, tu as presque la possibilité, enfin, tu as presque eu la possibilité d'aller presque avoir la chance d'aller gagner 5-2. Donc, bah, après, c'est le football, mais en même temps, j'ai envie de dire pour une fois que c'est dans ce sens-là, entre guillemets, On passe pas. on peut se rappeler du PSG au Real qui est au-dessus du Real pendant 70 minutes et qui explose dans les 20 dernières où ça finit à 3-1. Voilà, tu as des matchs aussi, nous aussi on l'a vécu, le fait de dominer, d'être meilleur, alors pas dans ses proportions sûrement, mais d'être meilleur que l'équipe adverse et puis finalement de te repartir avec une défaite. Mm. Bah voilà, c'est le football. On va pas cracher dessus aujourd'hui et voilà, après c'est vrai que il y a tu peux pas l'apprécier vraiment parce que le match retour déjà va arriver vite et que tu as vu des choses qui non plus te permettent pas de te dire tu as gagné 3 de l'extérieur, franchement, ça va être là. Oui, oui, Normalement, ça fait le plus dur. bien sûr. Non, mais ça, c'est aussi, aussi dû à un joueur, ou sans parler à Saint-Caïlan Navas. Parce que je vous rappelle juste, j'ai les chiffres du tableau de bord. Hein. Il y a 60, au final, hein, 64% de possession de balle pour le Bayern, seulement 36 pour le PSG. C'est quand même pas souvent que le PSG se fait dominer à ce point-là dans ce domaine, mais c'était logique. 31 tirs côté Barrois, 12 tirs cadrés, 54% de duels gagnés et 3,81 vous savez, cette fameuse donnée des expected goals. Le Bayern est à 3,81, donc ils auraient dû marquer au moins voilà, 3 buts, et proche des 4, et Paris est à 1,36. Donc c'est pour vous dire aussi, Paris, à quel point ils ont été efficaces. Nico, en plus des valeurs qu'ont eu le PSG hier, Yacine en parlait, au cœur et à l'intelligence, ils ont fait preuve aussi de caractère et surtout d'efficacité pour marquer sur leur situation. On l'avait dit, ils allaient avoir des contres à jouer. Ils ont eu le PSG, bon, ils ont eu quelques frappes, hein, je l'ai dit dans le tableau de bord. Voilà, 6 tirs pour 5 tirs cadrés et 3 buts. S'il n'y a pas plus, il y a pas plus efficace que ça. Hein. Oui, mais de toute façon, c'était une des conditions pour faire un résultat. Il y a quand même une donnée qu'il faut prendre en compte dans tout ce qu'on dit, c'est qu'en face, c'était le Bayern. C'est le tenant du titre, c'est la meilleure équipe du monde depuis 2 ans. Ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas perdu en Ligue des Champions. Ça faisait une série de 19 matchs, je crois, ou 20. Exact. 19, voilà. Donc on est obligé aussi de prendre ça en compte quand on parle de est-ce que c'est un exploit? Oui, tu as battu aujourd'hui la meilleure équipe. Il n'y en a pas beaucoup des formations en Europe aujourd'hui qui réussissent ça. Alors, dans le contenu, on va en parler plus en détail. Effectivement, il y a plein de choses qui n'ont pas été. Ça a été très, très compliqué. Moi, j'ai quand même, malgré tout, le sentiment qu'on avait bien ciblé cette équipe et qu'il y avait juste un point où on n'a pas eu de solution pendant tout le match, c'était ces fameux côtés. On n'a jamais trouvé la solution. Mais je m'attendais à un milieu de terrain du Bayern écrasant de puissance et de domination. Finalement, ça ne l'a pas été. Alors, ils ont une blessure très rapidement qui, évidemment, change la donne de leur côté, mais je trouve que ça avait été plutôt bien géré de ce côté-là. Après, voilà, les côtés, c'était le point fort du PSG, c'était le point faible pardon, du PSG et le point fort du Bayern. On a compris pourquoi. Et c'est vrai que c'est là vraiment où le match a permis au Bayern d'avoir toutes ces occasions. Parce que quand on regarde encore une fois dans l'axe, c'était plutôt bien contenu, notamment la première demi-heure avec un grand Marquinhos. Enfin, je trouve que Paris a bien répondu tactiquement. Offensivement, ils ont fait ce qu'ils étaient venus faire de toute façon, des transitions rapides. On a bien vu que sans Verratti, on n'était pas capable d'installer du jeu de possession face à ce Bayern-là. Je crois qu'il y a eu peut-être 2 séquences dans le match. Je ne sais pas si Yacine t'a revu le match, mais je crois qu'il
Il y en a une en deuxième mi-temps où je crois qu'on a réussi à faire 10 passes dans leur camp. Ouais. Il y en a peut-être une aussi en première, vaguement, mais voilà, globalement, tu sens que c'était pas jouable parce que déjà, c'est pas ton point fort cette année, et puis que quand t'as pas Verratti, c'est impossible. Donc, c'était cette tactique qui avait été clairement ciblée par le PSG, les transitions rapides et lancer Mbappé comme on sait le faire. Ça a été fait, pas très souvent, mais à chaque fois bien fait. Et comme le dit bien Yacine, c'est vrai tu marques 3 buts, mais t'as le hors-jeu d'Mbappé d'un pied en première mi-temps où c'est pareil, ça se joue à rien. Et effectivement, en deuxième, il y a pas mal d'occasions où la dernière passe n'est pas tout à fait assurée, il y a un pied du Bayern qui compte. C'est vrai qu'il y a 2-3 situations de contre assez énormes aussi en deuxième. Et voilà. Mais encore une fois, c'est ce que je vous ai dit, c'est que la tournure du match, en tout cas, on s'attendait à ce rapport de force, en tout cas, à un Bayern plus fort collectivement, physiquement, et un PSG qui piquerait en contre. C'est exactement ce qui s'est passé avec en prime la réussite côté parisien. T'en parlais, Nico, Mousse, on va rentrer dans ce match avec toi, évidemment. On va découper le match en deux parties avec la première période et la deuxième. Il s'est passé tellement de choses que je cherchais comment organiser tout ça. Je me suis dit, bon, autant faire mi-temps par mi-temps parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Mousse, sur cette première période, on a vu direct que le Bayern allait rentrer dans le Paris Saint-Germain, allait vraiment mettre du rythme, de l'intensité, allait exploiter énormément les côtés. On a vu beaucoup de centres et d'ailleurs, les 2 buts du Bayern sont venus grâce à des centres. Ils ont énormément utilisé la largeur. Ils ont aussi eu, il y a eu évidemment des événements, je pense que tu vas y revenir dessus, mais la sortie de Leon Goretzka côté Bayern, je pense que ça fait du mal aux Bavarois sur l'ensemble du match. Il y a aussi la sortie de Marquinhos pour le Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, c'est sur un centre juste après, Danilo et pas au marquage, je pense qu'il n'est peut-être pas encore placé, que Choupo-Moting met sa tête et réduit le score. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans cette première période. Le Paris Saint-Germain a su aussi gérer, mais il y avait déjà au bout d'une mi-temps, 15 tirs pour le Bayern et seulement 2 pour le PSG. Mais il y avait 2 au score. Ouais, c'est cette première mi-temps qui est miraculeuse parce qu'en fait, tu subis des vagues bavaroises et tu arrives malgré tout à leur coller 2 buts. Le premier but, bah, c'est ce dont on avait parlé dans le podcast précédent. C'est ce qui pêche du côté du Bayern. C'est-à-dire il joue tellement haut et on l'a souvent dit, quand Mbappé il prend l'espace, et ben c'est là qu'il est le meilleur. Le contre, il a été ultra rapide, super bien mené, 1-0. Et comme je le disais tout à l'heure, le deuxième but, c'est vraiment un but d'attaquant, quoi, tu vois. Et pourtant, Marquinhos s'est semble-t-il blessé. Enfin, il demande à sortir juste avant. Il est quand même là sur le terrain. Et puis la passe laser magnifique de Neymar. Ah, franchement, oui, mais c'est bien parce que encore une fois, ils sont, comme l'a dit Yacine tout à l'heure, parfois c'était un peu du grand n'importe quoi. Mais tu as senti quand même une solidarité, même si c'était désorganisé. Enfin, tu voyais bien que contrairement au match retour contre Barcelone, qu'il l'a dit tout à l'heure Yacine, il n'y avait pas de peur. Juste, voilà, il faut aussi souligner la qualité de cette équipe du Bayern, comme l'a dit tout à l'heure Nico. Franchement, cette équipe, elle est incroyable. Elle est incroyable. Leroy Sané, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, moi, je trouve. Ça passe d'un côté à l'autre, c'est fluide, ça joue en une touche de balle, c'est très rapide. Mais voilà, on a fait le job en première mi-temps. C'était pas facile, mais voilà. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Je laisse la parole à Yacine. Je n'ai plus de mots. Yacine, sur cette première période, tactiquement, c'est vrai qu'on a compris ce que je disais avec Mousse. On a compris comment le Bayern voulait jouer, qu'ils n'allaient pas laisser vraiment d'espace aux Parisiens, qu'ils allaient évidemment assiéger le but des Parisiens et que ça allait jouer sur un peu un jeu d'attaque-défense avec le Paris Saint-Germain qui allait essayer de ressortir et de profiter des largeurs défensives. D'ailleurs, on l'avait dit, le Bayern, un de ses points faibles cette saison, c'est la défense qui est beaucoup moins, on va dire, compacte et solide que les années précédentes, Yacine. Ouais, elle est moins compacte et elle est moins. Il y a de l'espace, quoi. Il y a de l'espace dans leur dos souvent. Il y a de l'espace dans leur dos, mais même en plus, même entre les lignes, c'est-à-dire que entre leur milieu de terrain et eux, il y a aussi un espace qui est trop grand. C'est-à-dire qu'ils jouent haut, mais ils n'accompagnent pas vraiment le bloc équipe, mais ils laissent quand même des espaces dans leur dos, donc c'est un peu spécial. Et c'est vrai que finalement, tu as profité de ça parce que l'action, par exemple, du premier but, le 1-2 Neymar avec Di Maria, en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'à la récupération, il y a un problème de transition. Eux, ils ne sont pas en place et la défense, elle n'est pas assez haute pour bloquer en fait ce 1-2. Donc, quand il y a le 1-2, Neymar, après, il a un boulevard. Après, l'avantage, c'est que Neymar, il fixe super bien. Il décale au bon moment. D'ailleurs, sur la frappe d'Mbappé, je ne vous mens pas que je l'ai insulté.
Parce que j'étais persuadé qu'il avait tiré Moi sur aussi. Alors, je ne l'ai pas insulté, mais Ça t'a persuadé rappelé aussi. la finale. Non, mais de ouf, je me dis, J'étais mais non, persuadé c'est pas aussi possible. j'étais Et persuadé en qu'elle fait, était pas dedans aussi. Hein, mais... et comme je le vois courir, je me dis, tiens, il y a un truc chelou là. Avec la neige, je ne voyais rien en fait. Ouais, ouais. Non, mais tu as l'impression que le ballon, il passe au ralenti sous le bras de Neuer, en fait. Et Ouais, c'est vrai que tu as ça l'impression passe que entre ses ça jambes. rappelle, Ouais. ouais, Toi, Yacine, ça rappelle le manqué du final 8 contre le Bayern. Ouais. c'est une bourre pour toi, Yacine, le Neuer, ce qu'il Ouais, fait? c'est une bourde. C'est une bourde. Il est un peu Ah, gêné, il y a la neige, etc. Ça glisse un bon, peu. il y a des explications. Il y a aussi le fait que, on parlait souvent d'Mbappé, justement, l'histoire du beau but. Là, il a frappé fort. Ouais. En fait, c'est ça. Mais par contre, je pense que Neuer est persuadé que, et j'ai regardé encore, parce que j'ai regardé la première mi-temps seulement hier, je pense que Neuer, il est persuadé qu'Mbappé va croiser. Ah bah oui, oui. Donc c'est pour ça que son appui, il est pas bon et qu'il a les jambes légèrement écartées, parce qu'il est prêt à partir, et quand il se retient, en fait, c'est trop tard. Donc Ouais. c'est un peu Neuer, il est coupable de toute façon. Parce que, Ouais, c'est surtout grosse faute de main parce qu'il veut faire une manchette. Tu as vu, il a les mains pour la repousser des ouais, deux avant-bras. ouais, Et mais en parce fait, qu'il est prêt à il partir juge là-bas. mal, ouais, il juge mal la Ouais, trajectoire du voilà. ballon et en fait, ça lui passe sous les deux avant-bras, Et quoi. C'est clairement justement, une faute de main, hein. comme Mbappé frappe fort, en fait, il n'a pas le temps de changer sa première idée, tu vois. Donc, euh, donc pour revenir à la tactique, et c'est vrai qu'il y a eu des problèmes parce que, en fait, il y a les problèmes de doubler les côtés pour aider, ce qui n'a pas été fait. Di Maria et Draxler, notamment en première période, sont pas revenus assez bas pour aider les latéraux. Et en plus, nos latéraux, que ce soit Diallo, alors qu'apparemment était malade, euh, mais Dagba aussi, en fait, ils ont eu aussi un problème de gestion même de 1 contre 1. Tu peux pas être passé systématiquement à 1 contre 1, quoi qu'il arrive, même si les joueurs sont bons. Voilà, il y a quand même des situations que tu dois gérer. Dagba, à chaque fois que tu lui fais la feinte et que tu repartais et que Coman repartait vers l'intérieur, il était pris. C'est pas possible. Donc, il y a eu tout ça à gérer. Donc, déjà, il fallait récupérer le ballon enfin, essayer de récupérer le ballon pour le ressortir. Et après, c'est vrai que moi, j'ai trouvé, comme Nico, que le Bayern, même si j'ai écouté certaines émissions hier soir où on disait, ouais, le milieu du Bayern, bah, moi, je trouve Kimmich a fait un très bon match, il n'y a rien à dire. Mais moi, je m'attendais aussi à ce que Paris sorte moins facilement. Parce que finalement, Paris n'est pas beaucoup sorti, mais les peu de fois où il est sorti avec une facilité quand même qui est exceptionnelle. Les actions, tu traverses le terrain comme ça, normal, sur 3 passes. Bah, sur le Donc, premier but, Neymar, il remonte 40 mètres, quoi. ouais, parce qu'il récupère le ballon, il est dans le camp parisien. Mm. Donc le 1-2, il traverse et après, bon voilà. Donc il y avait des lacunes qui étaient ciblées. Et je pense que de toute façon, le Bayern n'est pas le type d'équipe je dis pas se renier parce qu'il faut pas aller aussi loin, mais en gros à changer sa mentalité. Mm. Voilà, donc ils étaient partis dans ce truc-là. Et moi, j'avais vu beaucoup de matchs du Bayern et j'en avais parlé dans un des papiers avant le match. Je savais qu'il y avait enfin, la défense, elle était moins, moins solide qu'avant, de par son positionnement, mais aussi de par sa composition. Quand tu vois Boateng, voilà, ça va moins vite. Donc, il y a des équipes qui leur ont fait mal cette année en championnat. On se demandait, Nico, lors du tirage au sort pour les quarts de finale, on s'est dit, ah, le Bayern, etc. Mais est-ce que pour le Paris Saint-Germain, vu ses qualités, et on le dit souvent, c'est quand même, ils ont quand même, on voit cette saison un jeu meilleur de contre-attaque, de transition rapide, d'affronter une équipe comme le Bayern, même si c'est la meilleure équipe du monde en ce moment, qu'une équipe comme Porto, qui est, bon, Chelsea a fait le travail hier, mais ça a été difficile. Je ne sais pas si vous avez vu le résumé du match, mais Chelsea a eu énormément de mal à s'imposer. Et ce qu'il fallait mieux pour le Paris Saint-Germain, ça colle plus à ses qualités d'avoir une équipe comme le Bayern qui a certes une équipe mais qui évolue très haut sur le terrain mais qui a quelques largesses défensives. Alors après, c'est tout au mérite et aussi au talent de Mbappé, Neymar et Di Maria d'avoir bien négocié ses contres. Parce qu'encore, il faut les avoir, mais encore faut-il bien les négocier. Ouais, je sais pas si tu peux dire que c'est mieux de tomber sur le Bayern que Porto. Ah oui, Ça me paraît. Je vois ce que tu veux dire. Après, c'est sûr que on l'a vu de toute façon, bah, il suffit de remonter à samedi dernier contre Lille. Ce PSG-là, cette année, avec le déficit physique, les absents, avec le manque de travail collectif et que pour l'instant, Pochettino ne peut pas installer ce qu'il veut, tu as du mal contre les blocs bas. C'est une évidence. Et que tu as un attaquant hors pair comme Mbappé, dès qu'il a de l'espace, tu sais que ça va être efficace. Le Bayern ne peut pas jouer autrement. De toute façon, comme le dit Yacine, ils ne vont pas reculer le bloc de 30 mètres juste pour contrer la vitesse de ce joueur-là. Je pense qu'ils avaient
ils avaient aussi accepté ce risque parce que c'est dans leur ADN. Après, là, à mon avis, où le seul truc qui n'a pas été prévu hier par le Bayern, c'est cette efficacité et ce nombre d'occasions ratées. Après, sur la première mi-temps, pour en revenir sur elle, moi, ce qui est très gênant sur cette première mi-temps du PSG, c'est effectivement cette incapacité à resserrer sur les côtés. Et alors, il y a deux choses. Donc, comme le dit Yacine, effectivement, tu as Draxler et Di Maria qui sont trop hauts et qui suivent pas suffisamment, qui viennent pas réduire les espaces. Donc ça, c'est un premier problème. Et puis, je comprenais pas pourquoi sur toutes les transversales, systématiquement, on trouvait l'ailier de l'autre côté tout seul, avec des latéraux toujours trop loin et qui n'arrivaient pas à être plus près. Mais en fait, c'est à cause de Müller, ça, tu regardes. Thomas Müller, il est tout le temps dans la zone, toujours à traîner. Du coup, tu sais, quand il est par exemple un petit peu axe gauche, tu as Choupeau avec Kimpembe qui est au marquage de Choupeau, ou alors c'est Marquis qui est pas très loin. Et puis tu as Müller qui vient, donc du coup, tu as le latéral qui est obligé de surveiller aussi Müller. Enfin, c'est vraiment cette présence de Müller, j'ai l'impression qu'il les a beaucoup gênés. Après, ouais, ils sont trop loin quand même malgré tout. Il y a aussi un déficit dans le 1 contre 1, mais c'est pareil. En face, on parle de Coman et Sané, quoi. C'est quand même deux clients. Toi, à droite, tu as ton deuxième ou ton troisième latéral dans la hiérarchie qui est titulaire. À gauche, tu as un Diallo qui n'était pas au mieux. On l'avait déjà vu contre Lille, qui n'était pas super bien, Diallo, et apparemment il est malade, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Donc, mais voilà, le vrai souci de cette première mi-temps, il est là en fait, hein, parce que tu as cet espace à combler sur les côtés, et puis tu n'y arrives pas pendant 45 minutes. Moi, ça me rendait fou, parce que je pensais vraiment à un ajustement. Mais tu n'as pas réussi pendant ces 45 premières minutes. Et puis, à contrario, effectivement, comme le dit très bien Yacine, tu as parfaitement exploité les espaces. Parce qu'il y en a d'autres, hein, des actions en première mi-temps. Donc, je disais, il y a le but de Draxler refusé avec le hors-jeu d'Mbappé, mais tu as aussi un deuxième raid de Neymar aussi à un moment. C'est la même action. Hein. Ouais. Qui démarre et en fait, à l'arrivée, j'ai revu les images, tu as une faute de. C'est Hernandez, je crois. Il tape le pied. Ouais, il y a faute. Hein. Franchement, il y a faute. Bon, on va pas parler de ça, mais c'est vrai, ils ont parfaitement réussi à prendre cet intervalle entre les lignes. Et même le premier but, hein, c'est Di Maria, hein, qui arrive à se caler bien où il faut pour faire le relais. Donc cette première mi-temps, elle était assez lisible, en tout cas techniquement, parce que tactiquement, je veux dire. On a vraiment vu les deux schémas. Hein. C'était assez facile à comprendre, à analyser. Mais aucun des deux blocs n'a trouvé la solution pour gêner l'autre. En fait, c'était assez paradoxal. C'est ce qui a donné d'ailleurs un match spectaculaire. C'est que Paris n'a pas su bloquer les ailes du Bayern qui n'a fait qu'attaquer là. Et le Bayern n'a pas vraiment réussi à gérer la profondeur et l'espace du PSG qui s'est engouffré 4-5 fois en première mi-temps. Donc cette première mi-temps, super spectaculaire grâce en fait aux défaillances des deux blocs, j'ai l'impression. Mousse, c'est vrai qu'aussi quand même la sortie de Marquinhos, ça permettra, je pense, de rentrer dans la deuxième aussi. La sortie de Marquinhos déstabilise la défense parisienne un peu parce que je disais, ils prennent le but juste après. Danilo n'est pas au marquage de Choupo-Moting et ça lui permet de placer sa tête. Il y a aussi la sortie donc Marquinhos sera remplacé par Herrera, donc il y a un peu une réorganisation tactique. Puis en début de deuxième période aussi, il y a Diallo qui est remplacé, donc on le disait, malade, rentrée de Mitchell Baker. Et c'est vrai qu'en deuxième période, le Bayern est reparti tambour battant. Hein. Désolé, j'aime pas trop ces termes un peu. C'est normal le petit sourire de. Est-ce que Yacine il va rigoler dès qu'on va dire le mot Baker? Je vais être carton là, au carton jaune Hugo là. Hein. Je m'excuse. Mais désolé Nico, mais comme on a eu un petit échange sur Twitter aussi sur Baker, je peux pas incriminer Yacine parce que je pense pareil que lui. On va en parler. Un sourire. Je ne monte pas par un sourire, mais je pense pareil. Donc il a pris le feu. Mousse. Tu peux répondre à la question. Il a pris tempête toute la deuxième, Baker. Leroy Sané, il en a fait sa chose. C'est ce que j'ai tweeté, mais j'ai envie de le ressortir. C'est vrai que. Vas-y, on arrive après avec toi, Nico, mais je laisse Mousse répondre d'abord. Donc, non, mais en tout cas, pour répondre à la deuxième période, le Bayern est reparti avec le même rouleau compresseur symbolisé par le but de Müller à la 60e. Ouais, et c'est dommage d'ailleurs parce que Danilo, je crois que c'est Yacine qu'on avait parlé tout à l'heure. Je crois que tu en as parlé dans ton papier. Il fait plutôt en tout cas, avec Gay au milieu, il fait plutôt un bon match avant d'être replacé en charnière centrale. Moi, je l'ai trouvé très bon, Danilo. Bon, allez, on va dire très bon, mais bon. J'ai trouvé Gay très bon, mais j'ai trouvé l'association intéressante en termes d'agressivité. Ils ont gratté quelques ballons. Et effectivement, quand Marquinhos sort et il est replacé en défense centrale, alors peut-être c'est le temps de se mettre dedans. Bon, malheureusement, effectivement, il n'est pas au marquage sur la tête de Choupeau. Parce que vu la taille de Danilo, en plus, je crois que ça doit être notre plus grand joueur. Donc moi, je pense que s'il avait fait le job, je pense.
Juste Ouais, sur cette vas-y, action, vas-y. effectivement, il n'est pas au marquage sur la finition, mais il y a plein de petites erreurs. Il y a Herrera qui revient se placer n'importe comment. Il y a le centreur qui n'est pas cadré. Enfin, il y a une multitude d'erreurs. Effectivement, on note la dernière parce que tu te dis, Mais Danilo, avec sa taille, il aurait dû Mais être au marquage. alors 1m88. c'est, ouais, ouais. 1m88, Danilo. C'est vrai que Pavard, il est tout tranquille pour placer son centre. Ça, c'est vrai, tu Ouais. as raison, Yacine. Mais c'est dommage parce qu'encore une fois, Danilo au milieu. Et puis même, ça fait quelques matchs que quand Danilo est présent, on sent qu'il est de mieux en mieux. Il a beaucoup été critiqué à son arrivée. On le trouvait. Bon, bah, déjà, Tuchel, lui, il le faisait jouer systématiquement en défense centrale. Donc, il avait perdu un peu ses marques. Mais quand il était revenu au milieu, moi, je trouvais qu'il faisait plutôt des bons matchs. Et je veux dire aussi un mot sur Gana Gueye avant de parler de Baker. Enfin, vous le lirez dans le papier de Yacine, mais il a entièrement raison. C'est vrai qu'il a beaucoup été critiqué, Ghana, surtout quand Paris a la possession. C'est pas un joueur qui va être à l'aise dans ce système de jeu. Par contre, quand il s'agit de se bagarrer, de mettre de l'agressivité, d'aller chercher le ballon dans les pieds des adversaires, c'est là où il est le meilleur. Et hier, honnêtement, il fait un super match. Moi, je l'ai trouvé monstrueux. Vraiment, Ghana, voilà, il peut être critiquable et il peut être critiqué. Je sais pas si t'es d'accord, mais surtout en deuxième période, j'ai trouvé, où on l'a vu gratter énormément de ballons, essayer de ressortir quand Paris était vraiment à l'agonie et de souffler un peu, quoi. Alors moi, je l'ai trouvé constant sur les deux périodes. Alors, il est peut-être meilleur, c'est vrai, sur la deuxième, mais moi, je l'ai trouvé plutôt constant. Et pour Baker, oui, moi, la question que je me suis posée, quid de Kurzawa? C'est quand même curieux de faire rentrer Baker et de laisser Kurzawa sur le banc. En termes d'expérience, Bah en fait, non, mais c'est parce qu'il pense que Pochettino, il pense que Baker est un meilleur défenseur que Kurzawa, c'est tout. Non, il revenait de blessure, Kurzawa. Ouais, mais bah même, ouais. Kurzawa n'était pas dans le groupe en championnat le dernier match. Hein. Oui, d'accord, mais je veux dire, même en revenant de blessure, c'est. Ouais, ça s'entend, mais je vais. Vu le rythme, il a dû se dire, vaut mieux que je mette un mec peut-être moins bon, mais qui au moins a couru les derniers matchs, qu'un mec qui n'a pas couru depuis 3 semaines. Et... En tout cas, ce qui est drôle, c'est qu'il a parlé récemment dans la presse, je crois que c'était la veille, j'ai vu ça passer, et il disait qu'il voulait partir cet été, au moins en prêt, parce que lui, il voulait du temps de jeu. Ouais, Baker. Il avait dit à peu près la même chose il y a une semaine, je crois, où il s'était plaint de moins jouer, etc. Bah, mon grand, si tu veux jouer, il va falloir montrer autre chose, parce que hier, ça rentrait. Je suis désolé, Nico, mais non, c'est juste pas possible, quoi, tu vois. Moi, honnêtement, j'aurais préféré un Kurzawa diminué, parce que la Baker, non, là, franchement, non, là, c'était pas possible. Et aussi, la question que je me pose, c'est si Diallo, il n'est pas tombé malade pendant la première mi-temps. Il devait être déjà affaibli avant. Donc, alors, je ne sais pas s'il lui a posé la question de savoir s'il était quand même apte à jouer, mais c'est vrai que c'était curieux. Ouais, j'ai trouvé la décision un peu bizarre. En même temps, oui, vas-y. S'il est, enfin, même malade, je suis désolé, mais même malade, il reste. Toi, tu ne voulais pas que Baker il démarre, quoi. Non, mais faut être sérieux, quoi. Je veux dire, voilà, après, il est rentré. Ouais, toi-même, dans ton papier, tu as souligné que Diallo, c'était mauvais en première mi-temps, tu vois. Oui, mais quand tu vois Baker, il rentre, les autres, ils ont déjà 45 minutes dans les jambes. Et s'il prend d'entrée, je ne sais pas comment il finit. Attends, il y a même une. Le SAMU. Je te lance Nico après, mais il y a même une action à un moment, je sais pas si en milieu de deuxième période, où il va carrément vers son but. Je sais pas si vous voyez, il prend le ballon et il fonce vers. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il sait plus comment attaquer de côté ou pas? Non, mais Nico, alors je te lance dessus. Alors je vous rappelle, président du fan club Michel Baker et avocat des causes perdues. Nico, sur le match de Michel Baker, pourquoi je faisais le tweet là hier en disant qu'il savait plus où était sa gauche et sa droite, c'est que évidemment qu'un joueur comme Leroy Sané est meilleur que lui, il va lui faire un peu, etc. Le prendre par ses dribbles, sa vivacité. Mais quand c'est à chaque fois, sur chaque action, Leroy Sané rentre à l'intérieur et il se fait prendre, au bout d'un moment, c'est là que ça affiche ses limites, quoi. C'est pour ça que j'ai tweeté ça et que pour moi, il n'a pas le niveau de jouer au PSG et puis surtout pas d'un match de Ligue des Champions. Alors c'est con, j'avais un dossier pour ta défense, je ne l'ai pas à portée de main. Vous avez de la chance, pas d'accessoires aujourd'hui. Ouais. Alors déjà, je ne parle pas l'allemand comme Mousse, mais je parle le néerlandais. On ne dit pas Baker, mais Baker. Déjà, respectez au moins son nom déjà, monsieur Nantais là-bas. Première chose. Après, ça rentrait. Alors, je comprends ce que vous dites. Alors, je vais vous dire, c'est tout simple. Vous vous souvenez quand vous étiez à l'école, il y avait tous vos potes qui jouaient au foot à la récré. Vous êtes sur le côté à regarder. Et puis à un moment, il dit, vas-y, viens, il y a une place qui se libère. Tu rentres, t'es tout fou, tu cours partout. Au bout de 3 minutes, t'es cramé, t'as plus rien dans les pattes. Tu peux plus respirer. Hier, c'est ce qui lui arrive quand tu regardes bien. Le début, il est asphyxié. Franchement, pendant 10 minutes,
Si, parce que mais c'est vrai, parce qu'il y a un moment où il est devant la surface, les mains sur les genoux, ça fait seulement 10 minutes. Je me dis, mais attends, mais ils sont sérieux les mecs quand même, 10 minutes, là, ils en peuvent plus. Et Mais c'est Keane, ça, pareil. exactement ça. Et Keane, t'as vu, pareil. Ouais, Keane, c'est pareil, c'est vrai. Les deux, ils rentrent au bout de 5 minutes, 10 minutes, ils sont mais dans le rouge complet parce que c'est dur de rentrer dans un match comme ça. Ouais. Ça, c'est le côté. Après, techniquement, c'est vrai que les 10 premières minutes qu'il fait, je comprends pas non plus. Il y a des passes en retrait, il y a un moment, il y a une passe en limite aile de pigeon vers Kimpembe qui sauve le corner. Ouais. Tu te dis, mais en fait, quand Pochettino lui parle, en fait, il lui donne pas des consignes. Il lui dit de quel côté il attaque, je pense. Pour dire non, nous c'est là-bas, ne te trompe pas. Après, bon, vous n'avez pas souligné qu'il est à l'origine du 3e but parce que c'est lui qui récupère le ballon. Donc il est avant-dernier passeur, très précisément. Voilà, et on n'a pas fini. Hein. Je ne sais pas si c'est dans la ligne de stade de l'UEFA, mais il faudrait regarder. Après, ouais. Navas aussi, alors Navas aussi, je ne sais pas. En tout cas, lui, il y est. Il faudra vérifier. Je sais qu'en NHL, ils vont vachement loin sur les passes des actions. En foot, il faudrait peut-être penser à le faire. Après, il est un très mauvais avocat, Nicolas. Très mauvais avocat. Est-ce qu'il fait une plus mauvaise mi-temps que Diallo, par exemple? Tu vois, je ne suis pas convaincu, quoi. Alors, encore une fois, Hugo, il est aveuglé par les deux autres là, qui sont en train de lui bourrer le mou. Mais, sur sa première sur son rentrant, encore une fois, le début, ouais, il est perdu, il n'arrive pas à se placer, je suis d'accord. Mais après, il se bat, il fait ce qu'il peut. Et puis, encore une fois, il est comme les autres, quoi, comme Dagba à droite, il est tout seul. Et puis, Bakker, en 1 contre 1 contre des mecs comme ça en face, c'est moins bon. Donc, au moins, je trouve qu'il s'est battu. Ah, c'était fou, c'était pas beau, c'était pas toujours efficace, mais bon, il s'est battu. Par contre, oui, il recule trop. Quelle mauvaise foi. Mais non, mais c'est vrai, encore une fois, il est pas bon, mais je trouve qu'il n'est pas plus mauvais que les autres latéraux du match. Voilà, il n'est pas bon, mais il est bon. Non, j'ai pas dit ça. Il n'est pas moins bon que les deux autres. Parce que Dagba, on peut en parler, il prend la même sauce, Dagba, contre comment? Tout le match. Il prend la sauce tout le match. Et a priori, tu peux te dire que c'est meilleur, il y a un meilleur pédigré, tu vois. Mais ce problème-là, il vient encore une fois que tout est tout seul sur ton côté. Tu n'es pas aidé par ton attaquant de devant ou ton milieu. Donc c'est. Voilà. Mais vous le reverrez samedi, ce qui va jouer contre Strasbourg. Hein. Vous le savez. Hein. Ouais, ça se trouve, Kurzawa sera apte. Peut-être. On verra. Je ne sais pas si ce sera mieux. Hein. Bon, il jouera à droite, Kurzawa. On est en train quand même de choisir. On a 3 latéraux. Qui est le moins pire des 3, quoi. C'est pas qui est le meilleur, c'est qui est le moins pire. Ouais. Non, Abdou Diallo, c'est quand même largement meilleur. Abdou Diallo, il a fait ce match-là parce qu'il est malade. Donc Yacine, ce n'était pas un épiphénomène, la bonne performance contre le Barça à l'aller, comme tu nous as dit hier sur le groupe WhatsApp. Bah, je suis désolé, mais pour l'instant, il n'a pas confirmé parce que même contre Lille, il n'a pas été bon. Contre Lille, il n'a pas été bon, c'est vrai. Donc pour l'instant, c'est un épiphénomène. D'accord. Ouais, mais c'était toute l'équipe qui n'était pas bonne. Voilà, c'est pas les 10 autres ont fait un bon match et Diallo a fait un mauvais match. Il y a un Diallo qui rentre dans la cour. Merci Mousse. Après, moi j'aime bien Diallo. Moi j'aime bien Diallo, je vais le défendre. Et Yacine, il a trop tendance, il suffit qu'il rate un match. Ouais, mais non, finalement, ça met pas à l'arrière gauche. Non, Yacine, t'es trop dur, Yacine. Ouais. Non, moi je défends Abdou Diallo et je dis que c'est pas qu'un. Oui, il en a fait plus. Il n'y a pas que le match contre le Barça où il a été bon en arrière gauche. Ah, non, moi je trouve qu'il fait plus que dépanner en arrière gauche. Alors évidemment, il peut pas toujours faire des super matchs, c'est pas réellement son poste. Mais honnêtement, quand tu vois ce qu'on a et l'absence de Bernat, et puis de toute façon, il n'est pas inscrit pour la phase retour de Ligue des Champions. Donc, il va falloir s'en contenter. Et s'il était malade, ça explique aussi pourquoi il a fait une mauvaise prestation. Je suis sûr qu'à 100% de ses moyens, je pense qu'il serait mis au diapason et il nous aurait sorti un bon match. Sur le match d'hier, la consigne, c'était clairement de ne pas faire monter les latéraux de toute façon, parce qu'on n'avait pas le temps déjà, on n'avait pas le ballon assez longtemps. Et en fait, c'est vrai que sur une configuration de match comme ça, où tu as des latéraux qui sont là que pour défendre, je suis même pas sûr qu'avec Bernat et Florenzi, tu sois mieux loti, parce que c'est pas dans leur ADN. Tu as quasiment, effectivement, à gauche, Diallo, c'est quasiment la meilleure solution sur ce genre de match. Et à droite, alors s'il n'était pas dans l'état actuel, ça pourrait être le cas, mais quasiment un Kerrer meilleur forcément, mais un Kerrer avec son profil très défensif, très physique, ça aurait été aussi une bonne alternative. Sur un match comme ça, tu n'as pas besoin d'avoir des latéraux qui provoquent. Et ouais, 4 défenseurs. Hein. Ouais, 4 défenseurs centraux qui. Je ne défendrai pas Kerrer par contre. Hein. J'ai déjà une cause perdue, j'en prends pas une deuxième. Hein. Ouais, une à la fois. Yacine, replaçons-nous dans cette deuxième période. Bon, c'est vrai qu'on est reparti un peu sur le même scénario que la première, évidemment, avec le Bayern qui est revenu, je disais, avec les mêmes intentions de jeu, avec beaucoup d'abnégation, multiplier les centres pour arriver à
à marquer. Évidemment, il y a Navas qui réalise des parades encore énormissimes pour sauver les Parisiens. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le changement de Soulé avant le début de la fin de la première période, à la 42e, Boateng qui rentre. Et Boateng, il n'a pas réussi non plus à hausser le niveau de jeu. Et sur les contres que les Parisiens ont joué, Boateng n'a pas mieux défendu que Soulé. Et on le voit sur le but marqué par Mbappé, où il lui met, il lui met tempête parce que déjà, il est en retard. Donc dans la course, il est un peu perdu. Et quand il arrive à se restabiliser, Mbappé sur les appuis, il le mange, quoi. Et il la tire bien aussi parce qu'il la met bien la frappe. Elle est parfaite. Neuer ne peut pas intervenir. Ouais. Alors Boateng, le truc, c'est qu'il a joué 45 minutes. Il a failli pas finir le match parce que il est pas loin du rouge à la fin. Ouais. Parce qu'en fait, il fait 3 interventions en retard. Et franchement, il est pas loin du rouge. Et effectivement, il est jamais rentré dans son match en vérité. Sur l'action, c'est vrai. Et sur l'action, tu vois, quand souvent j'explique que les joueurs, quoi qu'il arrive, ils doivent faire les efforts, même dans des courses qui servent à rien. Et ben hier, si vous regardez le troisième but, Neymar, il fait la course dans le dos d'Mbappé et il rentre à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'Mbappé se retrouve en 1 contre 1 avec Boateng, au lieu d'avoir un deuxième défenseur qui vient fermer sur lui. Et c'est ce qui lui permet en fait d'avoir un petit angle pour fermer son pied. Parce qu'en fait, le Bayern, en fait, à ce moment-là, que ce soit le gardien ou le défenseur, ils font le choix de se dire Mbappé, je le mets sur son pied pour qu'il ouvre. Le défenseur, il fait ce choix-là. Et Neuer, il fait ce choix-là. C'est-à-dire qu'il se positionne en se disant il ne va plus avoir le choix, il va ouvrir. Sauf qu'en fait, en ouvrant, le défenseur, il écarte une jambe. Et Mbappé, il rabat entre les jambes du défenseur et Neuer, il ne l'attend pas là. Mais en fait, sur cette deuxième mi-temps, ça a été pareil. Et je le redis, sur cette deuxième mi-temps, la défense du Bayern, elle est encore moins bonne. Et avec, rappelez-vous par exemple, justement sur la passe où Neymar semble se faire mal à l'adducteur, où il lance Draxler. C'est pareil, ça ne joue à rien du tout. Où Draxler s'en va encore une fois au but dans le dos de la défense. Des situations comme ça, il y en a eu, franchement, il y en a eu 5 ou 6 en deuxième période qui ont été mal gérées ou contrées vraiment de justesse. Il y en a une à un moment donné, je crois que c'est Neymar aussi, qui rentre à l'intérieur, qui veut décaler Di Maria et qui est contré. Franchement, c'était la folie. C'est-à-dire que si tu as encore un peu plus de justesse, bon, tu en as déjà eu beaucoup de justesse sur les peu de ballons que tu as eu à jouer, mais si tu as encore un peu plus de justesse technique, mais franchement, c'est un match qui peut être fou, quoi. C'est un match qui peut finir à 6-4. Non, mais c'est pour ça qu'Yacine, le match retour, il va être archi intéressant dans ce sens-là, parce que le Bayern doit mettre au moins 2 buts pour se qualifier, et ça va être encore pire en terre d'espace, parce que là, c'est à eux de faire le jeu, c'est à eux de prendre des risques, et c'est au PSG d'être assez intelligent pour vraiment jouer en contre. Et de toute façon, là, on en avait rigolé tout à l'heure en disant il faudra qu'ils leur laissent le ballon, mais tu n'as pas besoin de leur laisser parce que de toute façon, eux, ils vont le prendre, ça c'est sûr. Mais il y aura des contres archi intéressants à exploiter. Bien sûr. Et le PSG sera bien avisé de bien réaliser les choses. Parce qu'encore une fois, 2 buts, c'est pas grand-chose finalement pour le Bayern. C'est vraiment pas grand-chose. Mais ils vont tout faire pour les mettre, et je pense assez rapidement. Et il va falloir exploiter les contres sans faire trop d'erreurs, vraiment. Juste, et donc pour terminer parce que je voulais revenir aussi sur Gay et Danilo, le truc c'est que je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais en fait dans cette configuration de match, c'est la configuration qui leur convient à eux. En fait, le problème du PSG aujourd'hui, c'est que c'est une équipe qui n'a pas tous les joueurs pour être en transition, et qui n'a pas tous les joueurs pour être en possession. Tu es un peu dans un mix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que Di Maria, il n'a plus les jambes pour être dans la transition. Quand il a des courses à faire, il ne peut plus. Là, il a bien fait hier. Hier, il a bien fait. Parce qu'il a joué rapidement en une touche. Là, par exemple, le troisième but, il l'a mis en une touche à Mbappé. Il a bien fait le 1-2. Et tu vois, le truc, c'est que Di Maria, il est sur les 2 actions du but. Mais en dehors de ça, il a été... après. Non, mais il n'a pas tort. Entre le premier et le troisième but, Di Maria, il disparaît un peu. Ah oui. Ah, mais bien sûr, mais il est quand même sur les 2 buts. Oui, mais c'est ça en fait. Oui, bien sûr. Mais il peut plus répéter les courses. Oui. Et comme le disait Nico, le truc c'est que oui, effectivement, les latéraux, ils étaient prévus pour défendre parce que de toute façon, quand tu récupérais le ballon, ils auraient eu des courses de 80 mètres à faire. Donc même si c'était Florenzi qui est plutôt offensif, il en aurait fait une. Et il n'aurait pas fait la deuxième, parce que 80 mètres, tu le fais. Quand tu prends en plus des vagues comme ça, c'est compliqué. Bref. Et Gay, c'est pareil. En fait, Gay, il est dans la configuration qui lui convient, c'est-à-dire que tu veux
pas garder le ballon dans la construction où je donne, je bouge, mais je récupère, j'essaye d'aller vers l'avant. Et en première période, et moi aussi je suis d'accord avec toi, Hugo, de ce que tu as dit tout à l'heure sur Gay, il a été meilleur en seconde période, parce qu'en première période, j'ai 2-3 situations où je me voyais devant la télé en train de lui dire, mais va vers l'avant, et on voyait qu'il ne voulait pas la perdre. Alors, je comprends aussi, parce qu'à un moment donné, il faut comprendre les joueurs, quand tu prends des vagues, de te dire, bon, on va peut-être essayer d'en garder une ou deux, parce que... Ouais, je trouvais, Bayern, hein. je trouvais comme toi, Yas, qu'il a redonné trop rapidement en première. Voilà. Mais en seconde, il a été plus juste, mais en seconde, parce que encore plus dans la configuration où tu es vraiment deux lignes de 4 très bas, tu vois, tu fais que défendre. Et sur la récup, bim. Même Herrera, je trouve Herrera, il a fait une bonne entrée, une bonne heure, ouais. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu entre vraiment. Je pense qu'en Ligue 1, c'est la Ligue 1, alors en dehors du fait qu'il y ait des joueurs qui ne respectent pas du tout la Ligue 1, je crois. Il y a ce problème de cette équipe, elle n'est pas faite pour déplacer des blocs très bas, très compacts. C'est pour ça aussi que je te rejoins sur l'idée de Bayern-Porto. Évidemment que s'il y a 6-3 aujourd'hui pour le Bayern, donc il n'y a pas le même discours. Oui. Mais malgré tout, je pense que le PSG était plus configuré pour avoir des occasions contre le Bayern que contre Porto, par exemple. Parce que Porto, par exemple, ça aurait pu faire un bon 0-0, bien moche, où il ne se passe rien, quoi. On le sait, quand ils se bougent les fesses, pour être un peu familier, on sait que Paris peuvent sortir ce genre de match. Donc c'est pour ça que, dans le tirage, même si évidemment on est au début, on est un peu, pas déçu, mais un peu dégoûté de prendre le Bayern. Au final, quand on voit le contexte du match, on se dit bon, c'était un peu les éléments qu'on espérait de voir ce match. Mousse, avant que je lance on commence les performances individuelles avec Kylian Mbappé, avec Nico. Non, mais juste une question rapide, si vous pouvez répondre. Est-ce que vous ne pensez pas que la semaine prochaine, finalement, parce qu'il y aura le retour de Paredes, et on sait que Paredes, pareil, dans cette configuration, c'est pas là où il est le meilleur. Est-ce qu'il faut vraiment mettre Paredes au milieu la semaine prochaine ou vraiment laisser dans cette configuration si jamais il y a le retour de Marco? Moi, j'ai envie de te dire, déjà, est-ce qu'on va avoir 14 joueurs valides? C'est pour ça que je te dis avec le retour de Marco. Si Marco revient. Le problème, c'est que tu as Marquinhos et qu'en fait, tu n'as pas de défenseurs centraux. Donc, il va falloir. Ah, bah oui, c'est vrai. Ah, bah oui, c'est vrai. Après, le choix, c'est plus Herrera ou Paredes, en fait. Après, tu as Pembele. Hein. Tu as Pembele qui peut aussi jouer en défense centrale droit. Ouais, en défenseur central droit. Mais bon, ça fait un bout de temps qu'il n'a pas joué. Donc, je pense que ce sera difficile à mettre. Et donc, ouais, je pense que c'est vrai que j'avais oublié le problème Marquinhos. Ouais. Bon, bah, la question est réglée. Mais ouais, vite répondu, ouais. Voilà, non, mais parce qu'on a encore 4 prestations individuelles à faire. Et comme on a jusqu'à. Bon, là, vous ne le voyez pas, mais nous, on a encore jusqu'à 11h30 pour tourner. Parce que il y en a qui ont des emplois du temps chargés. Voilà, on a essayé de parler de tout ce qu'on veut parler aujourd'hui. De tout ce dont on veut parler aujourd'hui. Pardon, je vais parler français. Nico, on va passer à la première performance individuelle. On va parler quand même de Kylian Mbappé qui, hier, a reçu le trophée d'homme du match, qui a marqué doublé. Qui a 8 buts cette saison en Ligue des Champions. Petite stat sur l'attaquant français. Avec son doublé, Kylian Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG en phase à élimination directe de Ligue des Champions. Avec 7 buts, il devance désormais Zlatan Ibrahimovic qui est à 6 buts. Donc c'est dire aussi dans les stats, en tout cas Mbappé l'empreinte qu'il laisse au Paris Saint-Germain. Sur son match hier, évidemment, on l'a vu sur les situations de contre, il a utilisé ses qualités. C'est pour ça qu'on est exigeant avec ce genre de joueur, c'est que quand il exploite au maximum les qualités d'espace et de vitesse, en ce moment, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Ouais, bon, on va se répéter. Tu l'as dit, quand il joue sur ses qualités, il est très fort. Ses qualités, c'est l'appel en profondeur, c'est recevoir le ballon en mouvement et puis éviter de s'en mêler les pinceaux dans des dribbles inutiles et de jouer simple. C'est ce qu'il a fait hier. Le positionnement de Mbappé dans l'axe, il est intéressant parce que tu évites de le fatiguer sur le travail défensif sur un côté. Donc, je pense que c'est le choix de Pochettino, c'est celui-là. On avait parlé éventuellement de voir un Neymar dans ce rôle-là, mais bon, voilà, il avait vraiment opté pour ça, pour se donner les meilleures armes pour les phases de contre. Il est comme tu dis, il est efficace. Hein, il n'a pas beaucoup d'occasions. À chaque fois qu'il a été lancé, ça a été un danger. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire dans ce match. Voilà. Dans ce schéma de jeu, en tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui se fait, je pense, de mieux dans le monde. C'est difficile de trouver aujourd'hui un joueur plus rapide que lui et qui prend aussi bien l'espace.
Après, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'aimerais voir Mbappé être capable de faire ce genre de prestations dans un autre registre maintenant, parce qu'il n'aura pas toujours des boulevards comme ça devant lui. Et aujourd'hui, on l'a vu samedi contre Lille, c'est que quand il y a pas les espaces, il n'a pas la même influence, il n'a pas la même efficacité. Donc, ça prouve qu'il doit progresser, mais en tout cas, le Bayern l'a mis hier dans les dispositions idéales, et ce sera la même chose au retour. Donc, c'est une bonne chose. Il faut surtout qu'il reste simple, voilà, des appels, que chaque appel voilà, des appels pour faire mal aux défenseurs. Ça a été le cas hier. Et puis surtout, encore une fois, voilà, ce jeu en mouvement, quoi. Quand il récupère le ballon en mouvement, il est très difficile à arrêter. Alors que quand il est arrêté, c'est un autre problème. Voilà. Donnez-lui le ballon en mouvement, qu'il accepte ce rôle-là. Et puis ça va le faire comme ça. Mousse, je lisais, je regardais sur le compte Twitter de Guillaume MP, hein, qui suit beaucoup l'actualité italienne, et en tout cas ce que disaient les médias italiens sur Mbappé. Et la Gazzetta dello Sport a titré hier, c'est Mbappé qui commande. Et dans le commentaire, en fait, dans les notations du match, ils lui ont mis 8,5 sur 10. Et le commentaire du journaliste, c'était: il dit qu'il va sur le terrain en étant persuadé d'être le meilleur, et il le confirme avec un doublé. Hier, c'est un peu ce qui s'est passé, parce qu'on l'a vu. Voilà, quand il a marqué, il a fait sa célébration, il a fait genre, voilà, respectez-moi, parce que vous nous avez beaucoup critiqué après Lille, justement. Mais voilà, hier, il a marqué doublé, il a été important dans le match qu'il fallait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis il a montré aussi du caractère. C'est bien. Le troisième but, il en a parlé rapidement tout à l'heure, Yacine, mais c'est vrai qu'il est d'une très très grande intelligence. Et puis c'est la rapidité d'exécution. Le but, il est quand même magnifique. Et le pauvre Boateng, qui a les jambes écartées, il a la lucidité parce qu'on est en fin de match quand même, donc il a la lucidité de le voir et de placer ce petit ballon. C'est un petit bijou, ce but. Écoute, tant mieux. Tant mieux. Après, là où il faut qu'il progresse, c'est sur tu sais, les gestes un peu inutiles. On en parlait un peu avant de tourner avant d'enregistrer le podcast, pardon. Des fois, tu sais, sur une relance où tu vois, il est dans la partie parisienne. Il aime bien parfois, tu sais, remiser avec une talonnade. Et hier, 2-3 fois, il l'a fait. Parfois ça marche. Parfois, 2 fois sur 3, tu perds le ballon. C'est juste là-dessus. Voilà, c'est tout ce que je pourrais te dire sur Mbappé. Pour le reste, il a été d'une efficacité redoutable. Et on se rappelle aussi du final 8 où il s'était foiré devant Neuer. Bah, hier, voilà, il a répondu présent. C'était pas le même match de toute façon. Donc non, bravo Kylian. C'est comme ça que nous on l'aime. Donc évidemment que parfois on est un peu dur avec lui parce qu'on connaît ses qualités et quand il joue sur ses qualités, mais bon là on se répète en fait. Hein. À chaque podcast on se répète, mais c'est comme ça qu'on l'aime. Et parfois sur les commentaires du podcast, lorsqu'on critique un joueur sur la prestation du moment T, en fait, tu vois, nous on juge les joueurs à l'aune des matchs qu'ils font. Quand ils sont pas bons, bah, on dit qu'ils sont pas bons. Et quand ils font des bons matchs, bah, on le dit aussi. On est plutôt juste, je trouve, et objectif. Et tu as des mecs qui viennent te dire, là Yacine, il va savoir à quoi je fais référence. C'est un mec sur YouTube qui met un commentaire. On a été très dur avec Neymar la semaine dernière, et à juste titre. Et en plus, on parlait pas de son match. On parlait plutôt du comportement et de la gestion des émotions. Il revenait de 2 mois de blessure. Évidemment qu'il ne veut pas te sortir un grand match. Donc là-dessus, on l'a laissé tranquille. Nous, on parlait surtout de la gestion des émotions. Et tu as un mec qui a quand même écrit, surtout si on bat le Bayern et si Neymar fait un grand match, vous n'avez pas le droit de parler. Ben, évidemment qu'on va parler. D'abord, c'est pas toi qui va nous empêcher de parler, ça c'est sûr. Et nous, on est là pour juger la prestation du joueur. Et quand Mbappé fait un bon match, on l'a toujours dit. Tu vois, et quand il fait un mauvais match, bah, c'est notre boulot d'analyser le match. Et on le dit aussi. Hier, il a fait le job et il a mis 2 buts. Il a fait plus que le job. Il a fait un bon match. Bravo Kylian, c'est tout. Point à la ligne. Donc il ne faut pas non plus surprotéger les joueurs. Il ne faut pas qu'on les critique. Non, ils sont critiquables comme tout le monde. Comme nous aussi, on est critiquables. Parfois, vous nous critiquez sur le podcast et il n'y a pas de souci, on en prend compte. Mais il faut, voilà, on fait juste notre travail en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je fais bien de le rappeler, Mousse, très belle analyse. Et c'est vrai que voilà, si un joueur fait un mauvais match, on dit qu'il fait un mauvais match, et ça nous empêchera que s'il fait un très bon match après, on le dit aussi. Donc ne croyez pas qu'on a des joueurs sur lesquels qu'on persécute parce qu'on les aime pas. On juge les 11 joueurs comme on doit juger les 11 joueurs pareil. Donc
Hugo, il faut rappeler qu'on aime ce club et que aimer un club ou même être un média partisan, c'est pas dire tout est beau, tout est joli. Non, il faut être juste. Et encore une fois, à chaque fois qu'Mbappé ou Neymar, parce que c'est surtout eux qui cristallisent un peu les critiques, à chaque fois qu'ils ont été bons, on l'a toujours souligné. On l'a toujours souligné. Et quand ils sont mauvais, on le fait. Et surtout pour Bakker. Ah, il remet une petite pièce dans la machine. Quel coup bas. Yacine, bon, tu peux en même temps, parce qu'on a dit beaucoup de choses sur Mbappé, je pense que tu ne feras pas très long dessus, mais je te lance en même temps, tu peux englober Kylian Mbappé et Neymar, parce que voilà, ça a été deux acteurs hier dans les contre-attaques et dans les buts du Paris Saint-Germain. Il y avait une petite scène qu'a rejoué Sky Italia, en fait, c'est sur le troisième but, le deuxième but d'Mbappé, du coup. Sky Italia a décrypté le deuxième but de Mbappé, je pense que c'est le genre de petite info qui t'intéresse, Yacine. Il fait 11 appuis en 1 seconde 82 sur Boateng, et c'est comme ça qu'ils disent qu'il le met un peu en panique et que Boateng part d'un côté et que du coup ça libère, et d'ailleurs il lui met entre les jambes le ballon. Mais c'était une petite infographie qu'ils ont sorti hier sur le match, et c'est vrai que c'est intéressant parce que aussi nos médias italiens ils décryptent un peu les matchs, je sais pas pour ceux qui suivent, mais ils ont des palettes, etc., un peu plus sympas, et quand ils débriefent les matchs, c'est football, un peu plus sympa que certains débriefs en France. Voilà, c'est ça. Pas l'équipe 21, quoi. Non, mais c'est un peu plus. De quoi? On parle football, c'est pas l'équipe 21, quoi. C'est pas Grégory Schneider, quoi. Je parlerai pas d'un média en particulier. Je leur débrief. Non, mais moi, j'en parle. Moi aussi, pas de problème. Moi, je suis neutre sur ça, mais voilà, en tout cas en Italie, ils essayent de parler foot. Oui, parce que les aspects techniques comme ça, tactiques, sont intéressants. Évidemment que c'est hyper intéressant parce que la fréquence des appuis, c'est ce qui te permet non seulement de toujours maîtriser ton ballon, de maîtriser ta course, mais en plus de mettre en difficulté ton adversaire. Donc c'est logique. C'est énorme, 11 appuis en 1 seconde 82. Ouais, mais c'est clair. Donc sur le match d'Mbappé et puis sur Neymar, évidemment, qui a fait 2 passes décisives hier et 2 très belles passes décisives. Sur le match d'Mbappé, je vais juste. Oui, si, je fais juste une parenthèse. Excuse-moi. Moi, j'ai une stat de lui, il a fait 1,8 appui en 11 secondes, lui. C'est le contraire. Non, mais c'est bien aussi, c'est bien. Ça progresse. Ça progresse. Bientôt, il en fera 2 en 20 secondes. 2 appuis en 20 secondes. Je vois que ma pique sur Bakker n'est pas passée. Non, très bien, partout balle au centre. Donc, vite fait, voilà, il a mis 2 buts. Tu vas encore nous dire que tu avais raison quand il joue sur ses qualités. Bah ouais, voilà, merci, au revoir. J'ai plus rien à dire sur Mbappé. Sur Neymar. C'est pas de ma faute si quand il brille, c'est quand il joue sur ses qualités. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais quand même pas dire j'avais tort. Le match, il parle de lui-même. Donc, non, tu l'as critiqué, tu n'as pas le droit de parler, c'est tout. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, pour élargir, c'était un Neymar. Ouais. En fait, malheureusement, c'est pareil. Quand il joue simple, quand il prend des coups et qu'il répond pas. Quand il joue simple et qu'il respecte le jeu, voilà, c'est tout. Et encore hier, il fait pas non plus un grand match. Parce que tu vois bien qu'il n'est pas encore prêt, parce que tu vois bien qu'il a encore du mal à enchaîner les courses, parce qu'il y a eu son problème d'adducteur qui, pendant 15-20 minutes, moi, je comprends que c'est compliqué à gérer parce que tu dis est-ce qu'il a vraiment mal, est-ce qu'il a pas mal, est-ce qu'il a beaucoup mal, est-ce que c'est juste un petit truc et ça va passer. C'est compliqué à gérer, mais malgré tout, quand même, il y a une grosse quinzaine de minutes où le joueur, il joue presque plus. Tu es à 10, tu sais pas, et tu te dis est-ce que la prochaine course, il va se péter vraiment et on va le perdre pour la semaine prochaine. Parce qu'en plus, je rappelle que le match, c'est dans 6 jours, parce que l'UEFA, c'est quand même des génies. C'est-à-dire que il y a une équipe qui joue le mardi, elle rejoue le mercredi d'après. Et il y a une équipe qui joue le mercredi, qui rejoue le mardi d'après. C'est des génies, quoi. Des génies, il y en a partout. Et donc, le truc, tu te dis, est-ce que je le laisse, je prends le risque? Est-ce que je le sors, mais s'il n'est pas blessé? Franchement, c'est insupportable. Ce moment-là, il m'a rappelé ce qu'on avait dit en Turquie au début de la Ligue des Champions, où tu as ce flottement. Finalement, il se pète vraiment et il est absent à moi. Donc, voilà. Maintenant, dans ce qu'il a fait, franchement, c'est le Neymar qu'on a envie de voir jouer. Moi, j'ai l'impression qu'en Ligue 1, il est au quartier. Voilà, il ne respecte personne. Je suis dans mon quartier, celui qui me chauffe, je le prends en duel. Et puis en Ligue des Champions, il est au haut niveau. Respecte, en fait, c'est l'impression qu'il respecte le jeu en fait en Ligue des Champions. Et je sais pas ce que tu en penses, Yass, mais t'as pas l'impression qu'il respecte en fait parce que c'est des grands joueurs en face et que
Du coup, En ça. fait, il est entre. Je l'avais dit la semaine dernière. Hein. Il est entre-soi. C'est exactement ce que j'avais dit la semaine dernière. C'est l'entre-soi. On est entre grands joueurs maintenant. En Ligue des Champions, il a un autre comportement et surtout vis-à-vis, tu vois ce que tu disais tout à l'heure, quand il est blessé, enfin quand il subit des fautes et tout, il en fait beaucoup moins qu'en Ligue 1. Bon, déjà, je suppose qu'il a compris que l'UEFA est quand même très très dur avec, surtout quand tu viens te plaindre à l'arbitre, etc. Mais évidemment que quand tu joues face à des grandes équipes, hier j'écoutais un peu l'after et Riolo il disait maintenant on a la preuve que les matchs de Ligue 1 ça les intéresse pas, à part peut-être les gros matchs, tu sais, contre Lyon, contre Monaco, Lille et encore, on a vu cette saison que c'était pas tout à fait le cas. Mais moi je suis pas loin de penser la même chose. C'est pour ça que l'idée, il disait ça par rapport à une éventuelle Super League et tout, mais moi je pense qu'un jour on va y venir parce que de plus en plus, je pense que surtout concernant notre championnat, parce qu'on n'a pas de véritable Big Five ou Big Four. On en a un, mais il y a tellement de disparités entre le PSG et ceux qui suivent derrière que c'est compliqué d'appeler ça un Big Four. Et c'est vrai que c'est compliqué de te motiver. Et moi, je sens que, par exemple, contre Strasbourg, ça va être un match difficile. Il va falloir redescendre de l'euphorie d'une victoire à l'extérieur face à la meilleure équipe du monde et jouer ta place de leader. Enfin, essayer d'aller récupérer ta place de leader en battant Strasbourg, qui n'est pas une équipe facile à jouer. Donc voilà, moi, c'est ce qui me fait un peu peur. Alors, j'espère qu'on ira au bout en Ligue des Champions. Ça compensera si jamais on n'a pas le titre. Mais ça risque d'être compliqué pour la fin de la Ligue 1, pour se motiver et se remettre dedans. Yacine, et après, j'irai voir Nico. Ouais. En fait, pour finir sur Neymar, le truc, c'est que moi, je pense pas qu'en fait, ils s'en foutent des matchs de Ligue 1. Je pense qu'ils respectent pas les matchs de Ligue 1 en se disant, on peut faire comme on veut. Non, parce que si tu t'en... Non, c'est dans le sens où, en gros, on peut gagner en faisant comme on a envie. Tu vois, sans rien respecter. C'est-à-dire que ils veulent pas gagner. C'est une manière de s'en foutre un peu aussi. Non, pardon. Ouais, quand je dis s'en foutre, vite fait, quand je dis s'en foutre, pour moi, s'en foutre, c'est de toute façon, on perd, j'en ai rien à foutre. Ce que je veux dire, c'est que je sais que je peux le gagner ce match en faisant comme j'ai envie, sans respecter forcément des consignes, un schéma de jeu. On est au-dessus, ça passera. Voilà. Et quand ça passe pas, bah, effectivement, il y a la frustration que ça génère. Pour terminer sur Neymar sur hier, il y a son comportement, il y a son jeu, et il y a aussi cette idée que il prend des coups hier, par exemple le coup avec Boateng, mais Paris ne perd pas à ce moment-là. Et rappelez-vous la finale, quand il met le coup de coude ou le coup de pied à Kimmich, je crois, ou je ne sais plus c'est à qui au milieu de terrain, Paris perd à ce moment-là. Donc hier, en fait, il était dans la bonne configuration. Paris a mené vite, il fait 2 passes. Franchement, sa passe sur Marquinhos, elle est juste exceptionnelle. Ouais. Elle est parfaite dans le dosage. Il est pied gauche. Il a joué en une touche. Il n'y a rien à dire. D'ailleurs, Marquinhos, chapeau parce que quand même, il est blessé et il a joué tout seul alors qu'Mbappé, il est à côté de lui. Je pensais qu'il allait lui caler. Comme ça, genre, il est vacillé là. Franchement, il l'ajuste bien. C'est Neuer. Hein. Ça prend de la place dans le but. Hein. Ah, mais c'est clair. Donc voilà, il a été très bon. Le premier but, c'est lui. Il décale au bon moment. Il rentre à l'intérieur. Il fixe. Il attend vraiment que les défenseurs rentrent sur lui pour décaler Mbappé. Voilà, tu as envie de lui dire, s'il te plaît, à un moment donné, tu as 30 ans, il ne te reste plus 10 ans, mais fais-nous au moins plaisir, 1 an ou 2, respecte le football pendant 40 matchs, quoi. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Nico, sur Neymar, on a dit beaucoup aussi, mais je te permets aussi d'englober un peu comme Yacine a fait sur Mbappé et Neymar. Alors, on va faire Neymar-Draxler, parce que n'empêche que Julian Draxler, c'était une petite surprise quand même dans la compo de départ de Mauricio Pochettino. S'il y a bien un match, il fallait se montrer, c'était aux yeux de tous les médias allemands pour Draxler, pour si jamais il n'a pas de contrat l'été prochain. Là, le joueur qui a récupéré le plus de ballons du match. Comment? Le joueur qui a récupéré le plus de ballons du match. Ah, tu vois, c'est dire. Non, mais c'est vrai que Draxler, parce qu'on va pas se mentir, les médias allemands, à mon avis, ils ne regardent pas les matchs de Ligue 1. Là, ils ont vu le match contre le Bayern hier. Les clubs, ils vont voir Draxler, ils vont dire Draxler en fin de contrat à la fin de saison, bah, on va peut-être lui proposer quelque chose, parce que hier, moi, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé, Nico, qu'il avait fait un bon match, Draxler. Ouais, Ok, non mais d'accord, ok, bah, très bien. Je vois que t'as pas supporté Baker non plus, ok, très bien. Il fait un match, j'ai envie à la Draxler, j'ai envie de dire, il y a de la nonchalance. Encore une fois, on l'attendait déjà sur, je te dis, le travail défensif. Alors oui, c'est vrai que par rapport à Di Maria, c'est mieux.
Mais tu savais, Nico, qu'il n'allait pas faire un travail, il n'allait pas se transformer en un autre joueur. Il fait jamais un énorme travail défensif. Il compense un peu, mais il fait jamais un énorme travail défensif. Oui, mais tu n'attends pas de lui qu'il fasse un match à la Casemiro, je suis d'accord avec toi, mais tu attends quand même. Sa première mi-temps, franchement, elle est limite scandaleuse, vraiment. Alors, je te promets, lui et Di Maria en première mi-temps, ils sont. Si tu parles du remplacement. Oui, dans le remplacement. Bien sûr. Ouais, mais moi, je trouve que quand il avait le ballon, Draxler, justement, c'est un des seuls qui essayait un peu de conserver, qui avait cette capacité à le garder un peu et qui jouait bien entre les lignes. Moi, je suis pas d'accord, mais bon. Oui, non, mais avec le ballon, mais c'est deux choses du coup. Oui. Non, mais bien sûr. Le jeu avec le ballon hier en première mi-temps, c'est quoi? C'est 5% du temps. 95% du temps, tu l'as pas. Donc, tu vois ce que je veux dire. Et il faut quand même bien les jouer quand tu les as, les ballons. Et il les a bien joués, moi, je trouve. J'avais oublié, on a fait rentrer l'avocat de Draxler. Là. On se moque de moi, mais il y a pire là. Hein, la vache. Bah ouais, c'est comme il y a un air de ressemblance, alors forcément. Voilà. Est-ce que l'administrateur du podcast peut lui couper le micro 2 secondes là que je parle? Je suis à 2 doigts de le virer. C'est moi l'administrateur du podcast. Donc, non, avec le ballon, de toute façon, moi j'ai toujours dit que Draxler, j'aimais beaucoup ce joueur, c'est élégant, c'est un joueur très, très fin. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Après, sa première mi-temps, elle est légère, je trouve, dans le replacement, très, très légère. La deuxième, c'est mieux. Mais ça correspond aussi au moment où le Bayern a quelques trous d'air. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais autant en première, pendant 45 minutes, ça n'a jamais arrêté. Autant en deuxième, il y a eu quelques moments où pendant 5-10 minutes, c'était un peu moins violent. Et c'est vrai que c'est là où on l'a un peu plus vu, mais c'était une surprise. Je vais être franc, je le voyais en 10, moi, Draxler. Je le voyais plus dans le poste de Di Maria, de Neymar. Et à l'arrivée, bon, c'est pas un grand match de Draxler, mais il a été comme les autres. Il a été courageux, il s'est battu, il a fait ce qu'il a pu. Il a bien rectifié le tir après la pause, je trouve, dans le placement. Voilà, on va dire ça pour donner un côté positif. Et après, pour revenir à ce que vous disiez par rapport au contexte, à l'attitude de certains, c'est vrai que la Ligue des Champions, tu vois pas les mêmes joueurs. Tu vois pas les mêmes joueurs, il y a moins de frustration. Alors, clairement, il y a moins ce sentiment de supériorité où tout est dû en Ligue 1 et que dès que tu prends un coup, tu fais la tronche. Donc ça, tu le vois pas en Ligue des Champions. Et puis ce que tu vois pas non plus en Ligue des Champions, c'est un petit peu aussi les provocations, les dribbles inutiles. Je sais pas s'ils se parlent beaucoup sur le terrain, mais peut-être qu'aussi ils se parlent moins. Les gris-gris qui servent à rien, tout ça. Ce qui fait que tu génères moins de frustration sur ton adversaire et que les fautes, elles sont, on va dire, un peu plus propres, quoi. Les fautes qu'on voit hier, c'est des fautes d'un match de foot de haut niveau, voilà, c'est des tampons classiques. C'est pas les tirages de maillot sur dégueulasses, c'est pas les gestes dans la main, les coups de coude, les sales coups de pied. Il y a peut-être ça aussi qui fait que des mecs comme Neymar et Mbappé, il y a moins de frustration sur ce genre de match, qui prennent aussi moins de sales coups. Mais c'est vrai que c'est cette attitude-là, comme le dit Yacine, que moi j'aimerais voir pendant toute une saison. Parce que si tu as cette attitude-là à la perte du ballon contre Lille, tu perds pas samedi. Si tu as cette attitude-là contre Strasbourg dans 3 jours, tu n'es pas inquiet, alors qu'on sait tous comment ça va se passer. On va avoir une équipe qui va arriver en mode hop, nous on vient de gagner contre le Bayern. Toi, t'es qui? T'es Strasbourg, fais pas chier, laisse-nous gagner, on a autre chose à faire. Et puis tu vas voir comment ce match il va se passer. On le sait tous, il n'y aura aucune surprise. Donc c'est frustrant à la fois. Déjà, il n'y a pas Neymar. Déjà, il n'y a pas Neymar, ouais, c'est sûr. Donc, oui, il y a eu la sanction, je ne l'ai pas dit, mais donc 3 matchs, dont un avec sursis pour l'incident contre Lille samedi dernier, pour le carton rouge, et puis pour l'altercation dans les couloirs. Donc, il manquera 2 matchs de Ligue 1. Pour 2 matchs en plus, 2 matchs ratés pour Neymar en Ligue 1. Il nous reste 4 minutes. Je voulais quand même qu'on parle un peu de Keylor Navas. Mousse, si ça ne te dérange pas, tu pourras me dire un petit mot sur Jalen Draxler, mais rapidement. Ce que tu penses pareil que Nico déjà. Et puis sur le match de Keylor Navas, quand même, j'ai noté 10 parades au total quand même. Il a été incroyable. Il avait déjà été immense contre le Barça au match retour. Il a été encore une fois incroyable. J'ai noté toutes les situations, mais je pense que tu vas les rappeler. Surtout, il a gagné son match haut la main dans son match à distance avec Neuer. Il a remporté son match. Ah bah clairement, parce que sur le but de Choupeau, bon. Il ne faut pas faire grand-chose. Pas faire grand-chose. Non, mais j'en avais parlé tout à l'heure de Navas. Je vais redire plus ou moins ce que j'ai dit tout à l'heure. Encore une fois, l'importance d'avoir un grand gardien, surtout en Ligue des Champions. Voilà, c'est ça. C'est le type de gardien qui te font gagner des points. Parce que hier, tous les tirs subis. Alors, il y a 30 tirs, mais c'est vrai que Nico, tout à l'heure, tu le rappelais, il y a des tirs déviés, c'est pas 30 tirs cadrés non plus. Mais tout de même. Et puis encore
Voilà, 12 tirs cadrés. Et encore une fois, quand tu es défenseur central, tu es vachement rassuré d'avoir Keylor Navas derrière. C'est ça c'est ça qui est extraordinaire. Il a 33 ou 34 ans. Je crois qu'il est bientôt en fin de contrat, il me semble. Ça va être la saison prochaine, il me semble. Moi, je trouve qu'il est en forme. Donc, il va falloir peut-être commencer à étudier une prolongation. Après, peut-être le seul bémol chez Keylor Navas, c'est peut-être son jeu au pied, ou quand il essaye de relancer au pied, il est peut-être, voilà, c'est peut-être là où il est peut-être le moins performant, mais il n'est pas dégueu non plus. Donc, non, donc ça va, non, évidemment que si on va au bout de cette Ligue des Champions, et si par bonheur on a la chance de la remporter, il aura été un acteur majeur et principal de cette victoire. Donc, écoute, on croise les doigts pour qu'il ne se blesse pas, et pour qu'il puisse aller jusqu'au bout ou qu'il n'ait pas le Covid, évidemment. C'est le Covid qui est plus emmerdant que les blessures, limite. Non, franchement, c'est vraiment un des meilleurs recrutements de ces 10 dernières années. C'est vraiment, voilà, c'est des joueurs qui te font gagner des points à un poste qui n'est pas évident. Donc voilà. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, j'ai fait l'interview de Luis Ferrer. Et je remercie d'ailleurs tous les gens pour leurs commentaires et leurs retours. À retrouver un dispo sur la chaîne YouTube de Paris United. 1h15 d'interview entre Mousse et Luis Ferrer, qui était responsable du recruteur au Paris Saint-Germain entre 2009 et 2020. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Elle est très bel entretien réalisé par Mousse. Et donc, il confirme qu'évidemment, c'était Antero qui avait initié ce transfert, parce qu'il explique que de toute façon, faire un transfert d'un gardien comme Keylor Navas, tu ne peux pas le faire en 2 semaines, 3 semaines. Ça a été préparé bien en amont. Et que quand Leonardo arrive, et c'est vrai qu'il aurait pu ne pas le valider, c'est lui qui valide quand même le dossier. Et un mot sur Draxler, je suis d'accord avec Nico. Après, faut que j'en non, très court. Je suis vraiment d'accord avec Nico. Alors, c'est vrai que c'est sa technique qui permet un peu de s'en sortir quand il a balle au pied, mais c'est vrai que sans le ballon, c'était un peu plus difficile. Voilà. Yacine, je te laisserai le mot de la fin. On terminera avec toi sur la performance de Keylor Navas, et puis aussi un peu de toute façon, le match retour, on en parlera après le podcast contre Strasbourg, donc on aura le temps d'y revenir. Donc voilà, sur la performance de Keylor Navas. Navas, il a été au niveau. Je rassure Mousse, il va prolonger, parce que normalement, après un match comme ça, Nasser, il prolonge tout le monde. Dans l'euphorie. D'ailleurs, Nasser qui a dit, c'est pas long, Nasser qui a dit, j'avais noté, j'ai pris sa déclaration, il a dit au site officiel du club, c'est une victoire importante dans l'histoire du club. Ce que je dis aussi, c'est la première victoire à l'extérieur en phase d'élimination directe de Ligue des Champions, donc ça compte aussi. Je croyais que tu allais dire on a le meilleur gardien du monde. Ce qui est vrai. Ouais, c'est clair. Parce que normalement, dans l'euphorie, tout le monde est le meilleur du monde. Il n'a pas dit ça. Mais je pense qu'on n'est pas loin d'avoir le meilleur gardien du monde en ce moment. Oui, ça, c'est clair. En tout cas, sur sa ligne. Et encore une fois, je le répète, mais j'en parle souvent avec un gardien que je connais. Et c'est vrai qu'on se dit, ce gardien, il est tellement atypique qu'il ne serait pas passé dans beaucoup de pays. Mais finalement, il fait une carrière exceptionnelle, parce que dans l'obtention des 3 Ligues des Champions du Real, il est juste énorme. Et d'ailleurs, à chaque fois, tout le monde se disait comment ça se fait que c'est lui qui joue. Et finalement, il répondait toujours présent, parce qu'il a un style qui est, c'est le style un peu sud-américain, un peu. Il n'y a pas de technique, c'est pas des gardiens français très techniques et tout. Mais par contre, c'est toujours bien placé. Ça lit très bien le jeu. Il a peut-être une lacune sur les sorties aériennes. Il va pas trop loin. C'est pas un gardien qui. Il va jamais trop. D'ailleurs, il le sait. 6 mètres et pas plus. Et puis peut-être de par sa taille aussi. Peut-être qu'il n'ose pas. Ouais. Après, il y a aussi la lecture du jeu. Tu sais, Barthez, il faisait pas 2 mètres, mais c'est vrai. Il aimait y aller, quoi. Après, c'est aussi une question de confiance, de ce qu'aiment les gardiens. Mais par contre, il lit très bien le jeu. Et franchement, hier, il te permet de rester en vie, et il te permet de gagner le match. Parce que les arrêts qu'il fait, c'est des arrêts hyper importants. Il y a les 2 frappes de Pavard. Il y a la tête de. Non, c'est pas la tête. Si, c'est la tête en première mi-temps. Quand il a Choupeau. Non, avant, là, il fait une tête. Je crois que c'est. C'est pas Muller. Non, c'est Kimmich qui tire. C'est peut-être. J'ai noté des situations qu'il enlève. Goretzka, c'est la tête de Goretzka. À la première minute, il enlève une occasion de Théo Hernandez. C'est Goretzka puis Pavard, en fait, sur la même action, 19e et 20e. Donc, écoute, moi, je l'ai dit depuis le début, en dehors de ses qualités à lui qui permettent de faire des arrêts,
et donc de te maintenir en vie. Moi, je suis persuadé qu'il rassure quoi qu'il arrive parce qu'il y a des interventions que tu te permets de faire parce que tu sais que quand si t'es passé, eh ben, derrière toi, il reste quand même quelqu'un. Voilà, on dit souvent, ouais, si on avait eu truc, machin. Ah, si lui avait joué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a 4-5 ans, tu fais le même match, pas persuadé que le résultat soit le même. D'ailleurs, à Sky Italia, hier, il y avait Leonardo qui était invité pour parler à la télévision italienne. Et Di Marzio, voilà, le célèbre journaliste qui a beaucoup d'infos sur le mercato, lui a posé la question si Paris était toujours intéressé par Donnarumma. Et Leonardo a répondu Navas, dans le genre où il était époustouflé par le match de son gardien. Donc, que dire, on ne peut pas parler d'un autre gardien ce soir alors qu'on a Keylor Navas au goal. Et d'ailleurs, juste, je termine. Pour moi, c'est l'homme du match. Alors, je sais qu'Mbappé a mis 2 buts et qu'aujourd'hui, on est dans le monde de celui qui marque, c'est normalement l'homme du match. Je rappelle que Messi a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2014, on se demande comment. Mais pour moi, c'est lui le vrai homme du match. Parce que c'est lui qui te maintient en vie, c'est lui qui te rassure, c'est lui qui il fait quand même 10 arrêts. Ouais. C'est pas rien, c'est pas 2 arrêts décisifs, c'est 10 arrêts. Ah, non, mais c'est énorme. Enfin, même des fois du mal à se rendre compte, mais c'est énorme ce qu'il a fait hier. Et c'est aussi grâce à lui, en partie grâce à lui, que le Paris Saint-Germain peut souffler et avoir un but d'avance pour le match retour mardi prochain au Parc. Bon, je pense qu'on a été complet sur le podcast. Hein. Merci à vous trois d'avoir été avec moi pour débriefer ce match et une victoire donc du Paris Saint-Germain 3-2 à l'Allianz Arena qui donne un confort assez sympathique de 3 buts à l'extérieur pour le match retour donc contre le Bayern mardi prochain. Il y aura le match contre Strasbourg entre-temps samedi à 17h en Ligue 1 pour la 32e journée. Évidemment aussi très important et d'ailleurs les joueurs parisiens en parlaient en réaction au micro de RMC Sport parce qu'il fallait se concentrer sur le match de Strasbourg dès samedi puisque le Paris Saint-Germain a 3 points de retard sur le leader lillois avec ses défaites de samedi dernier. Donc voilà, le Paris Saint-Germain doit être concentré tous les 3 jours. Oui, Mousse. Juste pour finir, et aujourd'hui, Nico n'a pas eu à sortir son parapluie. Formidable. Voilà. Quand on a des matchs comme ça où les joueurs jouent sur leur qualité et se bougent les fesses, hein, Yacine, il n'y a pas besoin. Nico, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Et il y aura une minute tactique aussi. Oui, il y aura la minute tactique, Yacine. Tu vas faire les demi-temps, comme tu as fait contre les. Ouais, les demi-temps. Et ça va être une minute tactique spéciale parce que ça va être une minute tactique négative avec une victoire. Je dis pas négative, mais on va voir ce dont on a beaucoup parlé, notamment le positionnement des joueurs de côté et les centres du Bayern au deuxième poteau. Parce que, rappelez-vous, avant la finale, on avait parlé des fameux centres du Bayern au deuxième poteau. On en a reparlé là et on n'a toujours pas trouvé la solution pour pas qu'il y ait 50 centres au deuxième poteau. Le pauvre backer, il va prendre cher. Hein. C'est sûr. Il y a quand même une qualité de centre au Bayern, on en a parlé un peu en filigrane, mais qui est quand même énorme. Enfin, Kimmich, les ballons qu'il a déposés, même Pavard, c'est quand même une grosse qualité côté Bayern, les centres. Et d'ailleurs, c'est comme ça que Choupo-Moting. Il faut le dire, c'est une très très belle équipe, le Bayern Munich. Et moi, j'ai toujours eu une affection particulière pour un joueur comme Müller. C'est pas un joueur super sexy. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un guerrier. Hier, il n'arrêtait pas d'haranguer ses joueurs. C'est un joueur incroyable, Müller. C'est un joueur très très intelligent. Dans la mentalité, il perd 2 litres de sang, il s'en rend même pas compte. C'est une machine, le mec. Il y a le sang qui coule derrière et l'arbitre lui dit qu'il faut sentir. Ah bon? Il dit mais pourquoi? Parce que vous avez juste un traumatisme crânien, là vous perdez 2 litres de sang, mais voilà. C'est à l'image du joueur qui est Thomas Müller. Bon, merci à vous d'avoir été avec moi. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, si le contenu vous a plu, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United pour regarder tous les autres contenus, et notamment la minute tactique du coach Yacine, et aussi les interviews qu'il y a de temps en temps, celle de Mousse, faite avec Luis Ferrer, qui a été publiée hier sur la chaîne YouTube de Paris United. Voilà. Vous avez plein de contenus pour attendre d'ici le match de Strasbourg de samedi, et puis on se donne rendez-vous lundi pour le débrief de ce PSG Strasbourg. Salut à tous, et merci. Ciao. Ciao.